Premier niveau soldat novice, tu as 18 ans. Tu te rends à un bureau de recrutement, même si tu n'en as pas envie. Tu y entres parce que ton père est rentré à la maison avec un drapeau plié de l'opération Tempête du désert et dans un silence qu'il n'a jamais expliqué. Car dans ta petite ville de l'Est du Tennessee, il n'y a qu'un seul feu tricolore, un seul restaurant et aucun avenir. Le responsable t'a serré la main comme si tu faisais déjà partie des leurs. Un après-midi de semaine, tu signes ton engagement. Ta mère pleure. Ton père, lui, est fier. 3 semaines plus tard, tu es dans un bus en route pour Fort Jackson, en Caroline du Sud. C'est le mois de juillet. Dès que tu descends, l'air te frappe comme une couverture humide. Avant même que tes sacs n'aient touché le sol, un sergent instructeur s'est déjà mis à hurler. Il s'appelle le sergent-chef Doyle. Il mesure 5 pieds 9, mais on dirait qu'il en fait 6 pieds 5. Pendant 2 semaines, il ne te demande même pas ton nom. Tu n'es qu'un numéro. Tu n'es qu'un corps. Tu n'es rien. La caserne accueille 60 recrues, des lits superposés en acier, des couvertures en laine verte, une armoire par personne. Tu apprends à faire ton lit de manière si impeccable que les coins pourraient y couper du papier. Tu apprends cela parce que si le pli est de travers, ne serait-ce que d'1 centime, Doyle te fait retourner le lit. Quand il te fait retourner le lit pour la 3e fois, tout le monde se met en position de pompe. Pas seulement toi, tout le monde. Ici, tu apprends très vite que tes erreurs ne t'appartiennent pas uniquement. Heure de départ, 4h40. Avant le petit déjeuner, tu cours 5 miles. Le petit déjeuner se compose d'œufs en poudre, de pain grillé ramolli et de jus d'orange dilué. Tu le manges comme s'il s'agissait d'un steak, car dès que tu t'assois, ton corps a déjà brûlé tout ce que tu as mangé la veille. La première semaine, 3 personnes abandonnent. Tu les regardes faire leur bagage. L'une d'elles pleure. Tu ne la juges pas. Tu la comprends. Mais toi, tu ne bouges pas d'un pouce. La 3e semaine, tu obtiens ton certificat d'aptitude au tir au fusil M 16-2. Tu touches 36 cibles sur 40. Doyle passe à côté de toi sans rien dire. Ce soir-là, un autre recrue te dit que 36, c'est le niveau expert. Tu dors mieux que tu ne l'as fait depuis des semaines. La 7e semaine, tu parcours le parcours d'obstacles en tenue complète. Escalade de cordes, saut de mur, rampage dans la boue sous des barbelés bien réels. Ce n'est pas une simulation, c'est la réalité. Ils sont si bas que si tu lèves la tête, ils t'atteindront. Tu gardes la tête baissée. C'est la première vraie leçon que l'armée t'enseigne. Garder la tête baissée n'est pas un signe de lâcheté. C'est parfois simplement un moyen de survivre. Un vendredi de septembre, tu obtiens ton diplôme de formation au combat de base. Ta mère est dans les tribunes, vêtue d'un chemisier jaune qu'elle a soigneusement choisi pour cette journée spéciale. En défilant au pas, tu ne dérailles pas une seule fois, mais au milieu de la foule, tes yeux cherchent son visage et le trouvent. Tu ne t'es jamais tenu aussi droit de toute ta vie, même tes épaules te semblent différentes. Avant de passer au 2e niveau, je tiens à dire ceci. Cette vidéo pourrait bien être la dernière car je me donne beaucoup de mal pour les préparer et la plupart des gens se contentent de les regarder puis de les fermer. Je souhaite que mes efforts soient récompensés. Si ceux qui regardent cette vidéo s'abonnent à la chaîne et la likent, je continuerai à publier des vidéos. Mais s'ils se contentent encore une fois de la regarder sans plus, je ne publierai plus de vidéos. Moi aussi, j'ai consacré du temps à cette chaîne. 2e niveau, soldat de 1re classe, Private First Class. Tu as 19 ans. Une formation individuelle avancée t'envoie à Fort Benning, en Géorgie. Tu es dans la section d'infanterie 11 Bravo. On te dit que tu es l'épine dorsale de l'armée. Cela signifie que tu seras le premier à entrer et le dernier à sortir, et que tout ce qui se passe entre les deux reposera sur tes jambes et ton dos. À certains égards essentiels, c'est plus difficile que la formation de base. L'entraînement physique est désormais plus spécifique, plus éprouvant et plus ciblé. Tu cours désormais avec des poids. Les marches avec sac à dos commencent à 12 miles, puis 16 miles, puis 20 miles, avec des bottes qui ne sont pas encore bien rodées, sur l'argile rouge de Géorgie, qui se transforme en béton une fois sèche. Tu arrêtes de compter les kilomètres, tu commences à compter les pas à la place. C'est la seule matte qui te mènera jusqu'au bout, rien d'autre ne sert à rien. À Benning, tu fais la connaissance du caporal Marcus Webb.
Il est originaire de Shreveport en Louisiane. Il rit de tout, même dans les moments les plus difficiles. C'est aussi le meilleur tireur de son équipe, voire peut-être de tout le bataillon. À 300 mètres, il peut facilement faire tenir 3 balles dans un espace de la taille d'$1 en argent. Et il le fait avec une désinvolture presque ennuyée, sans se mettre en avant. Un jour, Webb te dit quelque chose qu'aucun instructeur n'écrirait jamais dans son manuel de terrain. L'armée t'apprendra à te battre. Elle ne t'apprendra pas qu'en réfléchir. Cette phrase ne te sort pas de la tête. C'est à toi de la trouver, dit-il. Cette nuit-là, tu l'écris dans ton carnet. Tu garderas ce carnet pendant les 20 années à venir. En novembre 1998, tu es affecté à la 82e division aéroportée à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Tu commences par l'école de parachutisme. 5 semaines. Tu sautes d'un C-130 à 1250 pieds au-dessus de la zone d'atterrissage. Lors de ton premier saut, ton cerveau te crie dessus. Tous tes instincts te crient « Ne sors pas d'un avion en vol ». Pourtant, tu te diriges vers la porte et tu sors. Ces 3 secondes de chute libre, avant que le parachute ne s'ouvre, sont peut-être le moment le plus solitaire et en même temps le plus intense que tu aies jamais vécu. Tu gagnes enfin tes ailes de sauteur et tu les coudes toi-même, une à une, sur ton uniforme. Tout comme ton grand-père avait cousu ses insignes de grade de la marine il y a 40 ans. 122. Puis vient le Kosovo. Nous sommes en 1999. La 82e division est déployée dans le cadre de la force de stabilisation de l'OTAN. Tu n'es pas au combat. Tu protèges d'une zone tampon, tu montes la garde au poste de contrôle, tu observes, tu attends. Chaque jour, des familles déplacées traversent ta zone, transportant tout ce qu'elles possèdent dans 2 sacs. Des enfants qui ne parlent pas, des hommes qui évitent le regard. Un après-midi, un vieil homme tente de te tendre une miche de pain par-dessus la clôture du poste de contrôle. Les ordres interdisent d'opposer tout contact, c'est clair et net. Tu obéis aux ordres, tu restes où tu es. L'homme pose le pain sur le poteau et s'éloigne en silence. Bien plus longtemps que tu ne passes à te demander si tu vas accepter ce pain ou non, tu repasses cette scène en boucle dans ta tête. Sans qu'on te le demande, tu prolonges à nouveau ta mission, même si tu ne peux pas en expliquer exactement la raison. Tu es caporal, au 3e échelon. Tu as 24 ans. Tu es de nouveau à Fort Bragg, lorsque les tours s'effondrent. Le 11 septembre 2001. Tu regardes les images à la télévision en journée avec 40 autres soldats. Pendant un long moment, personne ne dit un mot. Finalement, l'un d'eux dit « On y va ». Et il a raison. En 2002, tu te retrouves dans la province de Kandahar, où tu dors dans une base d'opérations avancée qui était, 20 ans plus tôt, une piste d'atterrissage soviétique. Les montagnes au loin sont brunes, immuables et indifférentes à tout ce qui se trouve à leurs pieds. Tu diriges d'une équipe de tir composée de 9 personnes. Le grade de caporal ne t'a pas été attribué. Tu l'as gagné en tant que soldat que les autres suivaient avant même que quiconque ne te le dise. Ton interprète s'appelle Darwood. Il a 22 ans et s'efforce en ce moment d'inscrire sa petite sœur à l'école. Il ne porte pas d'armes et marche devant toi avec aisance, comme si le terrain n'était pas du tout dangereux. Tu lui fais davantage confiance qu'à beaucoup de ceux qui arborent des insignes de grade. Au 3e mois de ta mission, ton équipe nettoie un complexe situé au bord d'un lit de rivière, asséché à 4h30. 2 pièces sont vides. Dans la 3e, un homme pointe son fusil vers le soldat de tête avant même que tu n'aies eu le temps de l'interpeller. Tu prends ta décision en moins d'1 seconde. Le débriefing qui suit se déroule dans un langage purement clinique. La menace a été neutralisée. Les règles d'engagement ont été appliquées, jugées légitimes. Mais le fait que ce soit clinique ne signifie pas pour autant que ce soit propre. Tu rédiges le rapport. Tu le signes. Tu retournes à ta couchette et tu fixes le plafond jusqu'à ce que tout le monde se réveille autour de la base. Webb t'envoie une lettre de Bragg. Il est devenu sergent-chef. Il te demande comment tu vas. Tu réponds « Je vais bien ». En réalité, tu veux dire « Je suis toujours là ». Tu effectues 2 rotations en Afghanistan jusqu'en 2004. Tu rentres chez toi avec un insigne d'infanterie de combat, une médaille de la reconnaissance de l'armée
accompagné de la distinction V et un silence que tu n'as jamais connu auparavant. Ta commandante de compagnie, le capitaine Elise Harrov, te prend à part juste avant le début de ta permission. Elle te dit que tu dois postuler à l'école des officiers. Tu y réfléchis pendant 4 jours, puis tu postules. Avant de continuer, si tu es arrivé jusqu'ici, dis-nous dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans le prochain épisode. Clique maintenant sur j'aime et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain. Nous publions chaque jour. 4e niveau, sous-lieutenant. Tu as 26 ans. L'école des officiers de Fort Benning, c'est 12 semaines d'entraînement intensif sans interruption. Ici, ils n'essaient pas de te briser. Ils savent déjà que tu ne céderas pas. Ce qu'ils testent, c'est ton style de leadership. Quand tu es fatigué, quand tu manques d'informations, quand il n'y a que 2 mauvaises options sur la table. Tu termines parmi les 15% des meilleurs de ta promotion. Ta mère t'épingle un insigne doré sur l'épaule. Ses mains tremblent légèrement. Tu la laisses trembler. Tu es affecté à la 1re division d'infanterie à Fort Riley, au Kansas. La Grande Rouge numéro 1. En 2006, tu te trouves désormais dans la province d'Anbar, à l'ouest de Bagdad. Ramadi est alors la ville la plus disputée d'Irak. Ici, l'insurrection n'est pas du tout un concept abstrait. Elle se manifeste sans cesse, sur les murs, dans les rues, sur les visages d'hommes qui n'ont pas encore décidé de quel côté se ranger. Tu commandes un peloton de 32 hommes dont la moyenne d'âge est de 21 ans. Tu as 26 ans et tu es responsable du retour sain et sauf de ces 32 hommes. Un matin du mois d'avril, le convoi heurte un engin explosif improvisé, EEI, à pression placé sur la route mobile à 2 km de Ramadi. Le maire râpé absorbe l'essentiel du choc, mais votre artilleur, le caporal Danny Okafor, originaire de Columbus dans l'Ohio, est blessé par des éclats d'obus au bras gauche et à l'épaule. Il est conscient. Il crie. C'est en fait un bon signe. Tu le fais évacuer en 18 minutes. Il perd partiellement l'usage de 2 doigts. Il est en vie. Il rentre chez lui. Lors de la cérémonie de démobilisation, 2 ans plus tard, tu donnes à ton premier fils le nom de Daniel Marcus. Son prénom vient de Webb, dont tu lui avais parlé une fois lors d'une patrouille de nuit. Tu n'oublieras jamais cela. 2 ans après votre retour à la maison, tu rends visite à Okafor une fois, aux États-Unis. Tu es assis dans sa cuisine à Columbus. Sa femme prépare du café. Sa fille dort dans la pièce voisine. Il te montre sa main. Il lui manque 2 doigts qui ne se referment plus complètement. Les 8 autres sont toujours là, te dit-il. Il rit légèrement en prononçant ces mots. Cette simple phrase recèle bien plus que ce que les mots peuvent exprimer. À la fin de ta rotation en Irak, tu comprends toi aussi une chose que seule l'armée peut enseigner par l'expérience. La planification est essentielle. Les plans, quant à eux, sont temporaires. C'est dans cet espace entre les deux que se forgent les véritables leaders. Dans l'évaluation de ton commandant de bataillon, on peut lire « Fais preuve d'un sang-froid extraordinaire sous le feu, prêt à assumer des responsabilités accrues. » En l'espace de 3 ans, tu es promu d'abord au grade de sous-lieutenant, puis à celui de capitaine. 5e échelon, le grade de capitaine. Tu as 30 ans. Tu commandes la section Alpha au sein du 2e bataillon du 16e régiment d'infanterie, soit 140 soldats. Tu es responsable non seulement de leur performance sur le terrain, mais aussi de leur hébergement, de leurs soldes, de leur famille et de leur carrière. L'armée n'est en réalité pas seulement une force de combat. C'est une communauté. Et les communautés exigent bien plus que de la tactique. En 2010, tu es de retour en Afghanistan. Cette fois-ci, dans la province de Kunar. Ici, le terrain ne ressemble en rien à celui de Kandahar. Partout, il y a des montagnes, des vallées, où le son résonne et qui recèle tout. Tu épluches l'histoire. Tu ne cesses de lire sur les campagnes britanniques des années 1840, l'occupation soviétique des années 1980, les dynamiques tribales qui remontent à bien avant les frontières modernes. On te demande pourquoi les soldats lisent autant. Tu leur réponds que le grand-père de celui qui vous tire dessus aujourd'hui a peut-être lui-même tiré sur quelqu'un d'autre dans cette même vallée. Si tu ne connais pas la vallée, cela signifie que tu ne connais pas vraiment le combat. L'un de ces jeunes officiers, le sous-lieutenant Karl Gwan,
apprend le pachto à un niveau de conversation courante en seulement 4 mois. Le réseau de renseignement qu'il a mis en place, grâce à ses relations locales, permet à sa section d'échapper à 2 embuscades qui ne figuraient sur aucune carte. Vous proposez de lui décerner une distinction. La proposition est approuvée. Près de la rivière Pett, tu rencontres un ancien du village nommé Hamdoullah. Darwood, ton ancien interprète depuis 2002, sert d'interprète à un collègue de l'autre côté de la cour. 8 années de la même guerre et des milliers de milles parcourus. Vous vous saluez d'un signe de tête. Pas besoin de mots. Le vieil homme explique que son village ne veut pas de soldats, mais une école. Il le dit sans colère, avec la patience d'un homme qui l'a déjà dit et qui s'attend à ce qu'on l'ignore une fois de plus. Tu notes cela dans ton carnet. Tu l'intègres à ton rapport d'activité. Cela ne change rien à la politique, mais tu l'écris quand même. Tu intègres le collège de commandement et d'état-major à Fort Leavenworth, au Kansas, une formation de 3e cycle en uniforme. Tu obtiens un master en arts et sciences militaires et tu en repars avec une compréhension plus claire de ce que tu ne savais pas encore. Cette compréhension vaut plus que le diplôme. 6e échelon, tu es major. Tu as 35 ans. Tu es affecté au Pentagone, au bureau des opérations G3 de l'armée de terre, 17 km de couloirs, 23 000 personnes, une ville qui dirige la plus grande armée du monde. Ton travail consiste à élaborer des scénarios de planification d'urgence pour des situations qui ne se produiront peut-être jamais, mais auxquelles il faut se préparer au cas où elles se produiraient. Vous travaillez aux côtés de colonels de l'armée de l'air, de commandants de la marine et d'analystes de l'agence de renseignement de la défense. Rien n'avance vite dans ce processus. Pendant les 6 premiers mois, vous êtes déçu, vous avez été formé pour passer à l'action. Ici, vous analysez, vous faites des briefings, vous révisez. Tu fais à nouveau des exposés. Puis, petit à petit, tu comprends. Une mauvaise décision prise à cette table se répercute en cascade sur chaque base d'opérations avancée, chaque convoi, chaque équipe de tir sur chaque théâtre d'opération. Les homologues des soldats que tu commandais à Ramadi et à Kunar sont toujours sur le terrain. Ce qui se passe dans ce bâtiment détermine ce à quoi ils vont être confrontés. Ta déception s'estompe. Tu commences à faire preuve de discernement. À cette période, tu travailles sur la planification des situations d'urgence dans le Pacifique. Tu étudies en profondeur la doctrine militaire chinoise, la structure des forces nord-coréennes, ainsi que les lignes logistiques qui s'étendent le long des chaînes d'îles. Tu fais des exposés devant des généraux 3 étoiles qui posent des questions pointues et n'ont aucune patience pour les réponses vagues. Une générale de brigade nommée Patricia Odom-Tiles te dit un jour que la moitié des gens dans ce bâtiment sont intelligents, mais que très peu sont clairs, que tu es les deux à la fois et que tu ne dois pas gaspiller ce don. Tu ne le gaspilles pas. À 38 ans, tu es promu lieutenant-colonel avec 18 mois d'avance sur tes pairs. Et 7e échelon, lieutenant-colonel. Tu as 38 ans. À Fort Campbell, dans le Kentucky, au siège de la 101e division aéroportée, les Aigles Hurlants, tu commandes un bataillon de 800 hommes. C'est la dernière période où un officier supérieur est suffisamment proche de ses hommes pour sentir l'odeur de la boue, où il connaît chaque sergent-chef par son nom, où il perçoit l'institution non pas de manière formelle, mais personnelle. En 2019, tu es déployé en Roumanie. Tu fais désormais partie de la présence avancée, renforcée de l'OTAN. Ta mission est de dissuader, et ta position se trouve à seulement 50 km de la frontière ukrainienne. L'activité militaire russe ne cesse de s'intensifier depuis 5 ans. Tu observes, tu fais rapport et tu maintiens en permanence ton niveau de préparation. Un soir, sur une crête près de Constanta, ton sergent-chef, le regard tourné vers l'est de la mer Noire, te demande « À ton avis, vont-ils vraiment venir ?»« Peu importe, on agit comme s'ils allaient venir. »« C'est comme ça, » réponds-tu. Il hoche la tête. Il en a vu davantage que toi. Son hochement de tête a toute sa signification. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Lorsque cela commence, tu es dans le pays, observant comment le terrain sur lequel tu te tenais il y a 3 ans est envahi par des colonnes de chars et d'infanterie. Tu repenses à son dos. Tu repenses à sa question. Tu fais un briefing aux collaborateurs du Congrès sur la préparation de l'armée. Tu utilises
un langage clair. Tu ne te livres pas à des spéculations. Un collaborateur dit ensuite à son officier d'escorte que le colonel n'a pas cherché à les influencer, mais qu'il s'est contenté de les informer. C'est pour toi le plus beau compliment professionnel que tu aies reçu depuis des années. La nomination au grade de colonel ne dépend pas seulement des performances, en réalité. Elle dépend de l'adéquation. À un niveau où les erreurs ont une durée de vie bien plus longue que les carrières, l'armée décide si l'on peut ou non se fier à ton jugement. Ton dossier personnel est bien rempli. Tes évaluations sont cohérentes. Ton casier est vierge. Pour l'instant, on te fait confiance. 8e niveau. Colonel. Vous avez 43 ans. Vous commandez une brigade de 5000 hommes. Vos décisions entraînent le déploiement de matériel d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Ta signature valide les cycles de formation, les certificats de déploiement et les évaluations de réorientation professionnelle. Ton chauffeur, le soldat de première classe Torres, a 20 ans et est originaire d'El Paso. Il est très attentif et parle très peu. Un jour, tu lui dis « La meilleure chose que tu puisses faire pour l'instant, c'est d'observer comment les gens prennent leurs décisions et de garder cela à l'esprit. » Il te regarde dans le rétroviseur et hoche la tête. Tu te demandes si quelqu'un t'a déjà dit ça un jour, ou si tu l'as appris à tes dépens. Le régiment sera déployé dans la région Indo-Pacifique en 2024. Le Pacifique, pas l'Irak, ni l'Afghanistan. Pas de poste de contrôle, pas d'interprète, pas de rassemblement à 4h30. Ici, la menace, c'est la géométrie. Des distances qui se mesurent en milliers de milles, des lignes logistiques s'étendant à travers l'océan, et un ennemi qui a étudié la doctrine américaine bien avant la naissance de la plupart de tes soldats. Tu travailles en arrière-plan à Okinawa. C'est pour toi le compliment professionnel le plus précieux que tu aies reçu au fil des années. Être promu au grade de colonel ne dépend pas seulement de la performance, en réalité. C'est une question d'adéquation. L'armée décide, à un niveau où les erreurs ont une durée de vie bien plus longue que les carrières, si l'on peut ou non se fier à ton jugement. Lors d'un exercice de commandement mené avec les forces sud-coréennes et japonaises, une erreur de communication entraîne un incident simulé de tyramie. L'évaluation post-opération est particulièrement sévère, mais tu restes assis à la table jusqu'au bout sans te mettre sur la défensive. Devant tes interlocuteurs, tu assumes clairement ta part de responsabilité. Ton collègue sud-coréen, le colonel Kim Jong, te tend ensuite la main et te la serre. Un commandant qui reconnaît ses erreurs devant ses alliés est digne de confiance. « Je retravaillerai avec toi », te dit-il. Dans ton esprit, tu ajoutes cette phrase à côté du conseil de Webb que tu gardes précieusement depuis 1998. Tu es sélectionné pour intégrer le collège de guerre de l'armée, situé à Carlisle Barracks, en Pennsylvanie. Tu suis des cours sur la grande stratégie, relations civilo-militaires et sur les limites de la puissance militaire. Tu rédiges une thèse sur les failles logistiques dans les environnements conflictuels du Pacifique. 3 membres du comité des chefs d'état-major t'envoient leurs commentaires par la voie officielle. Te rends-tu vraiment compte de ce que cela signifie ? 9e échelon, général de brigade. Tu as 49 ans, 1 étoile. La cérémonie de promotion se déroule au Pentagone. Ta mère est assise au premier rang. Elle a 71 ans et porte à nouveau du jaune. Alors que le chef d'état-major te fixe l'étoile sur l'épaule, tu repenses à Fort Jackson en juillet, la poussière, les œufs, les couvertures en laine verte, la voix de Doyle à 4h45 du matin. Tu penses à Darwood, marchant sans armes en terrain dangereux, à Danny Okafor, toujours en vie quelque part dans l'Ohio. Tu te souviens de la miche de pain laissée sur le poteau d'un poste de contrôle au Kosovo. Tu penses à tout cela en l'espace d'un instant, le temps d'épingler une étoile. Puis tu passes à détruire tout ça à autre chose. Tu prends tes fonctions de commandant adjoint chargé des opérations au commandement des États-Unis pour le Pacifique, à Hawaï. 36 pays, le commandement géographique le plus vaste au monde. La région la plus critique de ce siècle sur le plan stratégique. Tu travailles désormais pour un général à 2 étoiles nommé Marcus Webb. Ce Marcus Webb, originaire de Shreveport, reste le meilleur tireur dans n'importe quelle pièce. Il rit toujours de tout, comme avant.
Alors que les autres réagissaient, lui préférait toujours réfléchir. Le premier jour, il te dit « Tu sais comment te battre, tu sais comment diriger. Maintenant, apprends à faire preuve de patience, car cela aura un véritable coût. » C'est ça, le travail à ce niveau. Tu notes cela dans ton carnet, le même carnet, une autre page. Désormais, tes journées ne concernent plus directement le commandement. Il s'agit de façonner l'environnement dans lequel s'exerce le commandement. Tu sèmes aujourd'hui dans le sol ce que tu ne récolteras pas tout de suite. C'est la nature même de ce niveau. Un après-midi à Camp Smith, 2 colonels débattent vivement de la répartition des ressources devant leurs officiers généraux. Tu les laisses débattre entre eux pendant 90 secondes. Puis, tu interviens. Voilà la contrainte, voilà le point de décision. Voici ce dont j'ai besoin de chaque direction d'ici jeudi. La réunion se poursuit. Votre adjoint, le capitaine Rivera, vous accompagne dehors et vous demande « Comment avez-vous su quand intervenir ?» 9 secondes suffisent généralement pour discerner le véritable problème derrière la question posée, répondez-vous. Il en prend note. Vous le remarquez, mais vous ne dites rien. Tu es au 10e échelon général de corps d'armée. Tu as 53 ans, tu portes 2 étoiles. Tu commandes le commandement des forces terrestres des États-Unis, Forcecom. Tu es responsable de la formation, de la préparation et du déploiement de plus de 750 000 militaires d'active, de réserve et de la garde nationale sur l'ensemble du territoire américain. Vous occupez un poste où sont prises les décisions qui ont influencé chaque grade que vous avez occupé jusqu'à présent. Recrue transi de froid à Fort Jackson. Sergent sur un toit à Kandahar. Un lieutenant observant un convoi en feu sur la route mobile. Un colonel participant à un débriefing après une opération impitoyable à Okinawa. Tu te souviens de chacun d'entre eux, car tu étais chacun d'entre eux. Tes matinées commencent à 5 heures. Non pas parce que quelqu'un te l'impose. Ces 35 années à te lever à 4h45 t'ont profondément transformé. Tu cours 3 miles. Tu lis 2 résumés de renseignements. Tu bois une tasse de café noir, comme Doyle. Tu l'as remarqué une fois à l'âge de 18 ans et tu ne l'as jamais oublié. Ici, les briefings ont une autre dimension. Les chiffres sont plus importants. Les calendriers sont plus longs. Une décision d'approvisionnement prise aujourd'hui déterminera l'équipement d'un soldat en 2035. Une lacune en matière de préparation identifiée aujourd'hui pourrait faire la différence entre la dissuasion et une erreur de calcul sur un théâtre d'opération qui n'a pas encore de nom. Tu es responsable de tout cela. Il y a des matins où ce poids se fait tangible. Il n'est pas écrasant, il est simplement là. Comme un sac de pierre que tu portes depuis si longtemps que tu as oublié que tu le portes. Et pourtant, tu le portes toujours. C'est ce qu'exige de toi ce poste. Ni éclat, ni invincibilité. Juste la volonté de le porter et de continuer à avancer. Au printemps, tu témoignes devant la Commission des Forces armées du Sénat. 12 sénateurs, des caméras. Certaines questions sont pertinentes, d'autres sont politiques, d'autres encore sont conçues pour t'amener à produire une brève citation plutôt qu'une réponse. Pourtant, tu réponds, et tu donnes des réponses claires. Tes 35 années de service t'ont appris que la clarté n'est pas un style, c'est une discipline. Un sénateur te demande « Général, que faut-il pour bâtir une armée capable de remporter les guerres des 20 prochaines années ?» Tu hésites, non pas parce que tu ne sais pas, mais parce que la vraie réponse est humaine. Tout a commencé en juillet, dans un bus en route pour Fort Jackson, alors que tu avais 18 ans et que tu n'avais encore rien compris à la vie. Sénateur, cela commence par un jeune homme qui décide de s'engager pour une cause qui le dépasse. Tout ce que nous construisons dépend du fait que, chaque année, des gens que nous ne connaissons pas, dans des villes que nous ne visiterons jamais, prennent cette décision. Notre travail consiste à faire en sorte que, lorsqu'ils s'engagent, nous soyons à la hauteur de leurs attentes, dis-tu. La salle se tait un instant. Tu penses chaque mot. Tu sais désormais ce que ton toi de 18 ans ignorait. Le grade n'est pas un pouvoir, c'est simplement une responsabilité liée à un titre. Les soldats que tu commandes ont toujours été l'essence même de ce métier. Pas les missions, pas les médailles,
pas les briefings dans des salles ornées de drapeaux. Le leadership n'a jamais rien à voir avec le fait d'être celui qui parle le plus fort dans la pièce. Tu l'as appris de Doyle, qui n'élevait jamais la voix au-delà de ce qui était nécessaire pour se faire entendre. Cela n'a rien à voir non plus avec le fait d'être celui qui a reçu le plus de médailles, car l'homme le plus décoré de ton bataillon à Kandahar est rentré chez lui en silence et n'en a jamais parlé une seule fois. Cela n'a rien à voir non plus avec le grade en soi. Tu as vu de tes propres yeux que les généraux méprisaient les soldats et les sous-officiers, mais que ce sont les sergents-chefs qui, par leur constance silencieuse, maintenaient toutes les sections sur pied. Il y a des jours où 2 officiers viennent te voir avec le même problème, proposant des solutions diamétralement opposées, où les 2 semblent avoir raison et où tu dois néanmoins faire un choix. Tu prends ta décision en sachant que tu peux te tromper et que ce sont les personnes qui t'ont confié leur vie et leur carrière qui en paieront le prix. C'est précisément dans ces moments-là que tu mérites vraiment tes étoiles. Le véritable travail de cette armée se déroule bien en dessous du niveau où tu te trouves. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Une plaque est accrochée au mur de ton bureau à Forcecom. Tu l'as fait réaliser à partir d'une simple ligne tirée d'un carnet que tu gardes depuis 1998. On y lit « L'armée t'apprendra à combattre. Elle ne t'apprendra pas qu'en réfléchir. C'est à toi de la porter. » Marcus Webb, caporal, 82e division aéroportée, Fort Benning, Géorgie, 1998. Lui aussi a désormais 2 étoiles. Certaines choses ne changent jamais. Tu n'es pas parvenu à ce niveau en étant le plus bruyant ni le plus visible. Tu es resté fiable dans les moments où la fiabilité était difficile, tu es resté honnête dans les moments où l'honnêteté coûtait cher, tu étais toujours là dans les moments où ta présence exigeait des sacrifices. Le bus pour Fort Jackson était parti il y a 35 ans. Tu n'as jamais manqué une seule fois de monter dans ce bus.